Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle plongée et je suis vraiment curieux d'aborder ce sujet. En 2019, la Côte d'Ivoire a littéralement rayé la notion de chef de famille de son code civil. Ouais, c'est un changement vraiment sismique. Je suis ravie qu'on en parle. Complètement. Du jour au lendemain, le mariage est passé d'une hiérarchie stricte avec un patron unique à une vraie codirection totale. Et on s'appuie aujourd'hui sur un guide juridique très fouillé de jurisconseil pour comprendre comment ce texte consacre l'égalité. C'est un cas d'école fascinant. Même si on n'est pas soumis au droit ivoirien, ça montre concrètement comment on transforme l'égalité théorique en égalité matérielle et financière au sein d'un foyer. Alors justement, pour que cette codirection fonctionne, le législateur a dû bétonner les fondations. Donc, la loi impose d'avoir 18 ans et d'être strictement monogame. Oui, et le consentement est vraiment roi. La loi va même super loin là-dessus. L'union peut être annulée si l'un cachait à l'autre, avant le mariage, une impossibilité de procréer ou de consommer. Ah ouais? Carrément? Ah oui, c'est une exigence de transparence totale dès le départ. Ce que m'amène à l'épineux sujet de l'argent. Parce que bon, on gère pas une famille sans capital. Moi, j'aime bien voir le choix du régime matrimonial comme le système d'exploitation du couple. Ah, j'aime beaucoup l'analogie. Soit on choisit la séparation de biens, donc chacun garde son propre disque dur de son côté, soit on prend le régime par défaut, la communauté réduite aux acquêts, où on met tout en réseau. Et ce régime par défaut est un compromis très ingénieux. Il mutualise l'avenir, c'est-à-dire que tous les salaires et gains obtenus pendant le mariage sont à deux. Mais il protège le passé. C'est-à-dire qu'on garde ce qu'on avait avant. Exactement. Les biens possédés avant l'union ou reçus par héritage restent strictement personnels. Ok, mais attendez, si on choisit de tout mettre en réseau, et que mon conjoint attrape ce que j'appellerais un virus financier, genre une énorme dette, ça infecte tout mon système aussi, non? C'est le danger d'être co-PDG, non? C'est tout l'enjeu de la gestion collégiale en effet. Déjà, pour protéger le cœur du système, le logement familial est sanctuarisé. Ah, on peut pas le vendre sur un coup de tête. Impossible. Impossible de le vendre ou de l'hypothéquer sans la signature de l'autre, même si on l'a acheté tout seul. D'accord, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si les époux sont co-PDG, que se passe-t-il si l'un d'eux fait flamber la carte bleue sans l'accord de l'autre? Si on relie cela à la vue d'ensemble de la loi, le principe reste la solidarité pour les dettes ménagères. Mais le législateur a prévu un bouton d'arrêt d'urgence. Ouf. La loi refuse cette solidarité pour les dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie normal. Donc on paie pas pour la folie des grandeurs de son partenaire. Voilà. Et ça exclut aussi les achats à tempérament qui n'ont pas été validés à deux. Vous savez, ces fameux paiements en plusieurs fois. Ah oui, les trucs qui peuvent discrètement ruiner un foyer sans que l'autre s'en aperçoive. C'est exactement pour éviter ça. Bon, ces garde-fous sont super clairs, mais il y a une chose dans le rapport de jurisconseil qui me fait un peu tiquer. D'un côté, on nous parle d'égalité absolue, de cogestion, et de l'autre, la loi prévoit des boucliers très ciblés par genre. Je vois où vous voulez en venir. Bah oui, l'homme est protégé contre les emprunts inconsidérés de son épouse, on protège ses instruments de travail, et la femme, de son côté, bénéficie de la criminalisation du viol conjugal et de garanties successorales fortes. Est-ce que c'est pas complètement contradictoire avec l'idée d'égalité? En théorie, on pourrait le croire. Mais ça soulève une question importante. Et c'est là qu'on voit le pragmatisme de cette loi. L'équité véritable, c'est de compenser les vulnérabilités sociales et patrimoniales réelles de chaque genre. Donc on s'adapte au terrain, en fait. C'est ça. Historiquement, les femmes risquaient d'être spoliées à la mort de leur mari. Garantir leurs droits en tant qu'héritières, c'est corriger un déséquilibre pour atteindre une vraie égalité. Tout comme on punit l'abandon de famille de plus de 2 mois par des peines allant jusqu'à 1 an de prison. Ah oui, quand même. Ça montre bien que le mariage ivoirien est un acte civil majeur qui engage vraiment l'avenir financier et social. Absolument. Ça demande d'anticiper ses effets et de se faire accompagner par des professionnels comme jurisconseil pour faire les bons choix. Eh bien, pour terminer cette plongée, je vous laisse sur une dernière réflexion, tirée du texte, qui montre que la modernité, c'est jamais simple. Je vous écoute. Malgré toute cette refonte magnifique sur la codirection, l'article 6 de la loi impose toujours un délai de viduité de 300 jours après la dissolution du mariage. Et ça, uniquement à la femme, qui a l'interdiction de se remarier pour éviter tout conflit de paternité en cas de grossesse. Un héritage juridique et biologique assez étonnant. Exactement. Un héritage tenace à l'ère de l'égalité totale. De quoi méditer sur la difficulté d'aligner parfaitement le droit, la société et la biologie.